C'était hier, en 1930. Le journal Le Matin fait sa une sur un reportage du grand écrivain Joseph Kessel. Aux confins de l'Afrique noire, Kessel a enquêté sur une pratique que l'on croyait d'un autre temps, la traite négrière. Sous ses yeux, des caravanes d'hommes, de femmes et d'enfants, épuisés, enchaînés. Kessel écrit. De génération en génération, les ancêtres de ces misérables avaient été radiés, enlevés, vendus. Ils avaient servi de réserve à bétail humain. Kessel parle à des esclaves. L'une d'elles lui dit « Je ne me rappelle plus d'où je suis. Il y a très longtemps, près d'une grande forêt, un village a brûlé. Des hommes m'ont enlevé. J'ai eu beaucoup de peine à marcher loin avec eux. J'ai eu bien des maîtres, bien des enfants. Je ne me souviens plus. Les maîtres m'ont vendu, on m'a pris les enfants. » Les gardes sont des Arabes. La destination finale de leur bétail humain, l'Arabie Saoudite et le Yémen. À l'époque, les récits de Kessel fascinent l'Europe. Mais l'histoire s'oublie vite. « 75 ans après, à peine une vie d'homme. À l'UNESCO, le bras armé de l'ONU pour la culture et l'histoire. La caisse de résonance de la mémoire universelle. Comme tous les ans, l'UNESCO organise une journée mondiale de commémoration de l'esclavage. Mais dans les discours des orateurs, la traite décrite par Kessel, la traite vers le monde arabe, est absente. Je voudrais, au nom de l'UNESCO, vous remercier pour célébrer une des plus grandes tragédies de l'humanité, la traite négrière et l'esclavage. La traite négrière a été brutale et déshumanisante, mais elle a forgé l'histoire des 4 continents. Le lieu de mémoire de cette traite transatlantique à destination des Amériques est l'île de Gorée, au large du Sénégal. Un témoignage de l'horreur, visité par de nombreux touristes. Des cellules comme celle que vous faisant face, réservées aux hommes, faisant chacune 2,60 m sur 2,60 m, on en mettait 15 à 20. Ils étaient assis le dos contre le mur, des chaînes les maintenant au cou et au bras. Au milieu de la chaîne, où vous aviez une grosse boule que l'esclave était obligé de porter entre les 2 mains de jambes. Rendez-vous compte, pendant 3 siècles et demi, et sans répit, traqués, chassés, arrachés à leur sol natal comme les racines des temps, sous la torture et l'humiliation. Comme le montre cette carte, que l'on enseigne dans les écoles, depuis la côte atlantique, pendant plus de 3 siècles et demi, 12 millions de Noirs ont été déportés vers les Amériques. Déportés par des Européens. Une traite inhumaine, dans des conditions barbares, fondées sur un racisme absolu, où les Noirs étaient considérés comme des sous-hommes. La plupart des civilisations ont eu recours à l'esclavage, mais rien n'est comparable à l'industrie de l'esclavage transatlantique. Rien n'est comparable à la traite atlantique, c'est vrai. Est-ce une raison pour passer sous silence une autre traite, non moins terrible? Depuis le Sénégal et depuis toute l'Afrique, des millions de personnes ont été déportées, non pas vers les Amériques, mais vers le monde arabo-musulman. Selon les dernières études, ils furent entre 15 et 17 millions. Cette traite a duré pas moins de 1400 ans, du 7e au 20e siècle.
Une traite pourtant réduite à quelques légers pointillés sur la carte de l'UNESCO. Alors même que d'éminents historiens travaillent sur cette question. Il faut sortir de l'ombre aussi ces esclaves qui ont été victimes d'une autre forme de traite et d'autres formes d'esclavage et quelque part leur rendre aussi justice à travers ces études. Salah Trabelsi est l'un des meilleurs spécialistes des traites musulmanes. Lui aussi est confronté régulièrement aux effets de l'ignorance. J'ai assisté récemment à un colloque au Maroc et un assistant donc au colloque qui a pris la parole pour dire écoutez, je ne comprends pas qu'on puisse en effet associer donc ou comparer l'esclavage en terre d'islam avec les autres formes d'esclavage, puisque chez nous donc les esclaves ont été toujours bien traités. Pourquoi le monde, l'Europe, les Arabes, ont-ils voulu oublier cette histoire? L'esclavage fut pratiqué depuis la nuit des temps par tous les peuples, égyptiens, romains ou grecs. Mais alors qu'en Occident, le christianisme y met fin, le monde arabe, lui, perpétue cette tradition. Au 7e siècle, tout s'accélère avec l'arrivée de l'islam et les conquêtes des troupes musulmanes qui contrôlent rapidement de larges territoires. On sait que justement dès le début de l'islam, la crise ou la pénurie de main-d'œuvre était criante et que là aussi la conquête donc avait aussi comme motif, parmi les motifs de la conquête, il y avait aussi ce besoin de capturer des hommes et d'en faire des esclaves, d'en faire justement une main-d'œuvre donc susceptible d'être engagée dans les différents chantiers donc qui allaient être mis en place. À partir du 7e siècle, dans l'ensemble du monde musulman, les esclaves sont très vite omniprésents. Leur place est même plus importante qu'on ne l'a longtemps pensé. Loin des clichés sur les courtisanes ou les serviteurs des sultans. La recherche aujourd'hui montre que les effectifs d'esclaves étaient plus importants et qu'ils existaient non seulement dans les demeures bourgeoises, mais qu'ils existaient aussi dans les campagnes, et qu'ils étaient employés non seulement en tant que travailleurs domestiques, mais aussi en tant que travailleurs productifs, sans parler de l'armée, etc. Il y a parallèlement à cela une réalité terrible qui est celle des esclaves qui travaillaient dans les mines, des esclaves qui travaillaient dans les chantiers hydrauliques, des esclaves qui travaillaient dans les mines de sel. Avec le développement de l'empire arabo-musulman, la traite s'organise. Comme la traite atlantique, elle est affaire de professionnels. De puissants trusts régissent ce commerce, comme ceux du Caire. Dès le Moyen-Âge et jusqu'au XIXe siècle, il existe même un syndicat des négriers qui négocie des commandes publiques avec l'État. Dans un monde musulman où toute la vie est régie par la religion, l'esclavage bien sûr n'y échappe pas. Le Coran recommande, certes, de n'être pas trop dur avec les esclaves, mais il autorise cette pratique. L'esclavage n'est pas justifié du fait de la religion, mais la religion légifère sur l'esclavage. L'essentiel, c'est que c'est une société inégalitaire dans les faits, et cette inégalité est reprise dans les textes et légitimée par les textes, puisque le Coran parle en plusieurs termes des esclaves sans jamais remettre en question leur statut. Et le contraire eût été étonnant, parce qu'à l'époque, il était, dans le paradigme de l'époque, il est impossible de penser ces sociétés sans esclavage. En principe, l'islam n'autorise à réduire en esclavage que les non-musulmans.
C'est ainsi qu'au cours des siècles, des centaines de milliers d'Européens, probablement 1 million, sont capturés. Mais l'Occident se défend. Comme les esclaves blancs se font rares, les musulmans se tournent de plus en plus vers l'Afrique. En Afrique, de nombreux Noirs sont musulmans. Or, on l'a vu, l'islam interdit de réduire en esclavage d'autres musulmans. Cette contradiction va être aisément surmontée. À mesure que le continent noir devient le principal réservoir d'esclaves, se développe un racisme qui justifie l'esclavage, comme dans la traite atlantique en somme. Il faut dire que bien avant que les chercheurs européens de l'anthropologie physique n'élaborent au XIXe siècle les théories raciales et fantaisistes que l'on sait, dans le monde arabe, on avait déjà figé dans le temps et de manière presque irréversible l'infériorité de l'homme nègre. Et cela par des érudits qui étaient respectés et très écoutés comme Ibn Khaldoun. Ibn Khaldoun, grand lettré du XIVe siècle, qui pourtant écrit « Les seuls peuples à accepter l'esclavage sont les nègres, en raison d'un stade inférieur d'humanité, leur place étant plus proche du stade animal. » Il est sûr qu'il y a, et là justement j'ai montré qu'il y a beaucoup de qualificatifs, beaucoup disons toute une vision du noir, de l'esclave, comme un être inférieur, etc. Il y a plusieurs termes en arabe. Pour dire esclave, on dit abd. On va dire ghulam, zinji, on va dire aswad. Alors ce qui est intéressant, c'est que le terme de aswad veut dire noir. Hein? Zinji va également s'appliquer aux Noirs issus de la région, donc de l'Afrique orientale. Donc on va progressivement assister à ce que la connotation régionale ou ethnique devienne l'équivalent d'esclave. Hein? Et encore aujourd'hui, dans les sociétés maghrébines, à titre d'exemple, dans le sud de la Tunisie, plutôt que de dire noir, on dit un esclave, on dit abd. Au nom de ces théories, l'Afrique connaît 14 siècles de chasse à l'esclave. Des attaques menées par des soldats dans le cadre de guerre ou par des bandes armées aux ordres de marchands. Ces attaques, bien sûr, sont d'une violence inouïe. C'est le feu qui est mis dans les cases. C'est des attaques frontales, bien sûr, contre des populations démunies de défense. Et bien sûr, par la suite, bien sûr, c'est un arrachement donc de ces personnes à leur famille, à leur pays. Pour capturer un esclave, les assaillants tuent en moyenne 2 ou 3 personnes. Et dans les villages, il y a une marchandise que l'on recherche particulièrement. En tant que marchandise, bien sûr, l'enfant donc est plus à même d'être réadapté, d'être acculturé, d'être maîtrisé. Hein, alors qu'un adulte, il aurait tendance à ne pas accepter sa servitude. Une fois capturés, pour les esclaves, adultes ou enfants, commence alors un long périple. Pendant plus de 1400 ans, la traite suit quasiment les mêmes chemins. Si la route de l'Atlantique a laissé des traces dans l'histoire, le Sahara, lui, a effacé celle des esclaves. 7 millions de personnes y auraient transité sous la conduite de négriers appelés des galabes, des bouviers. On ne distingue pas les esclaves des troupeaux d'animaux. La traversée du désert vers le Maghreb ou le bassin du Nil dure d'1 à 3 mois dans des conditions terribles. Certaines études ont semblé montrer que c'est d'abord ce premier voyage à l'intérieur du continent qui est le plus
qui fait le plus de victimes. Seuls ceux qui étaient en très bonne santé donc, pouvaient arriver donc, au terme de la caravane. Manque d'eau, maladie, épuisement, 20 à 30% des captifs succombent. Une mortalité qui approche celle de la traite atlantique. Les esclaves sont également transportés par bateau vers la péninsule arabique ou le Caire. Jusqu'au XXe siècle, 8 millions de personnes auraient ainsi été déportées par la mer Rouge. Ils sont entassés dans des boutres, dans des conditions qui, là encore, n'ont pas grand-chose à envier aux navires négriers européens. Les survivants arrivent vers les marchés aux esclaves du Caire, de Bagdad, d'Istanbul, de la Mecque ou de Tombouctou. Là, une partie d'entre eux subit une terrible opération, la castration. Ce qui est triste à dire, c'est que les ateliers de castration, c'est que la nature de l'opération elle-même est une opération qui, malheureusement, donc, laisse très peu de chance pour l'enfant châtré. Donc l'espoir de survie de l'enfant sont quand même assez minimes. Les opérations de castration faisaient périr entre 70 et 80%. Ça vous donne une idée du massacre. Ce qui explique le prix très élevé également de l'eunuque sur les marchés. Malgré sa cruauté, la traite orientale a duré jusqu'au début du XXe siècle, sans être remise en cause. On passe alors des dessins à la photographie. En 1880, des voyageurs anglais découvrent et photographient ces bateaux chargés d'esclaves. Les bateaux proviennent de l'île de Zanzibar, au large de l'actuelle Tanzanie. Depuis le XVIIIe siècle, ce comptoir arabe est devenu une plaque tournante du commerce. Zanzibar, c'est l'autre Gorée, une Gorée dont on parle peu et que l'on visite rarement. Chaque année, environ 15 000 esclaves sont parqués ici, dans des conditions épouvantables, avant d'être déportés vers l'Arabie, voire le Brésil. Ces photos prises à la fin du XIXe siècle donnent une idée d'une pratique ancestrale. Ce cliché, tout aussi exceptionnel, montre des esclaves au travail, dans une plantation de clous de girofle. En 1830, 100 000 esclaves travaillent dans les plantations de Zanzibar. Ils sont soumis aux mêmes tâches qu'aux Amériques. La mortalité y est équivalente, car les mauvais traitements de la part des maîtres sont monnaie courante. Une petite catégorie, une petite classe de planteurs domine une énorme masse servile. Et l'essentiel de la production est assuré par des esclaves. Donc on passe de ce que l'on appelle des sociétés à esclaves, c'est-à-dire où les esclaves sont l'un des groupes sociaux, mais pas du tout le groupe social dominant, à des sociétés esclavagistes, c'est-à-dire dans le cadre desquelles l'essentiel de la production repose sur la main-d'œuvre servile.
Le palais du sultan témoigne des fortunes qui s'édifient sur ce commerce des êtres humains. Là encore, comment ne pas comparer la traite orientale à la traite européenne et ses richissimes marchands d'esclaves. Les traites négrières ont une autre facette qui est généralement occultée. « 2004, au Ghana, lancement de l'année mondiale du souvenir de la traite négrière. Après les discours, une pièce de théâtre met en scène une certaine vision de l'esclavage. Une histoire en noir et blanc. Une histoire qui passe sous silence que les coupables de la traite ne furent pas seulement les Européens et les Arabes. Les coupables étaient aussi africains. Une histoire grise donc, une histoire complexe, trop complexe pour certains. Historien de renommée mondiale, Ibrahima Thioub est l'un des rares Africains à travailler sur la dimension africaine de l'esclavage. L'un des rares à pointer la responsabilité d'Africains dans les deux traites, orientale et atlantique. Est-ce à dire que les esclaves tombaient du ciel? Il a bien fallu les produire. Il n'y a aucune puissance qui a les ressources, ni politiques, ni économiques, ni technologiques, pour venir sur les côtes africaines, pénétrer à l'intérieur du continent et qui arrive, qui ramasse les gens dans les villages et les amène pour les exporter. C'est parce que des groupes sociaux africains, des élites africaines ont très bien compris l'avantage qu'ils pouvaient tirer de ce facteur externe qui arrive sur les côtes africaines et servir de relais pour la capture des esclaves, organiser une économie assez efficace qui ne pose aucun problème moral à personne à cette époque. C'est à nous, aujourd'hui, que ça pose des problèmes moraux. Évidemment, les Africains n'ont pas attendu que les Européens leur expliquent ce que c'est que l'esclavage pour l'inventer tout seul, c'est évident. Bon, après, il y a toute cette question, est-ce que les victimes peuvent être coupables en même temps? On préfère une situation simple où il y a les bons et les méchants. Or, dans la réalité, il y a des bons, il y a beaucoup de méchants et la plupart des situations sont grises. Pendant des siècles, des marchands, des chefs de guerre africains capturent des esclaves à l'intérieur du continent et les revendent aux Arabes et aux Européens. L'existence de ces intermédiaires témoigne d'une autre réalité, plus taboue encore, occultée par cette histoire en noir et blanc. Ce secret bien gardé, c'est que la traite était une pratique répandue au sein même des sociétés africaines, bien avant l'arrivée des Occidentaux et des Arabes, et bien après leur départ. Des millions d'Africains ont été réduits en esclavage par d'autres Africains. 14 millions, selon l'historien anglais Patrick Manning. Au long des siècles, l'esclavage est partout, dans les champs, parmi les concubines, dans l'armée. Tout le monde peut, à tout moment, devenir esclave. L'esclave, c'est l'autre, c'est l'étranger.
Donc d'asservir les étrangers, ça peut se justifier de beaucoup de façons. C'est parce que ce sont des sauvages. Beaucoup de peuples considèrent leurs voisins comme sauvages. C'est même peut-être la définition de sauvage, c'est celui qui est à côté. Hein. On voit ça pour la Grèce aussi. Ces esclaves sont généralement capturés au cours de guerres incessantes que se mènent les nations africaines. Au Moyen-Âge, les empires du Ghana et du Mali, par exemple, capturent jusqu'à des dizaines de milliers d'esclaves. Ce qui est le plus spectaculaire, c'est les razzias militaires. Une armée en campagne qui va attraper... alors, souvent, c'est que les femmes et les enfants. On tue les hommes et parfois on capture aussi les hommes. Ça dépend des sociétés. Une des grandes sources, c'est le kidnapping aussi. Le kidnapping, ça veut dire que du coup, il y a une insécurité. On n'attrape pas les gens qu'en période de guerre. C'est à n'importe quel moment. Votre femme, votre fils, votre fille peuvent se promener et se faire kidnapper. Surtout les enfants, évidemment, c'est les plus faciles à attraper. Et on a une multitude de récits de gens, d'une ambassade qui se promène, qui voit un berger, hop, on l'attrape et on va le vendre quelques distances de là. C'est tout ce problème de transformer les gens en marchandises. C'est que du coup, on voit un enfant, au lieu de dire « oh, il est mignon, il garde des chèvres », on se dit « oh, ça pourrait me rapporter beaucoup ». C'est pour ça que ça pervertit autant les... Enfin, c'est une des raisons qui fait que l'esclavage sape totalement les sociétés. On commence à compter la valeur des gens au lieu des relations de l'humanité. Parfois, des chefs de village vendent des enfants ou des adultes pour éponger leurs dettes. Alors, au long des siècles, des caravanes sillonnent l'Afrique. Une traite cachée, loin des regards, loin de la mémoire. Le XVe siècle est un tournant avec l'arrivée des Occidentaux. La demande explose, les stocks d'esclaves augmentent. L'esclavage interne à l'Afrique est amplifié par la demande des Européens. La traite atlantique des esclaves a développé une violence sans précédent dans les sociétés africaines à partir du XVe siècle. Des royaumes prospèrent uniquement autour de l'esclavage, se faisant des guerres perpétuelles pour s'approvisionner en bétail humain. Au XIXe siècle, l'esclavage interafricain est à son paroxysme. La machine devient folle. Certains royaumes en viennent à compter presque autant d'esclaves que d'hommes libres. Occidentaux, musulmans, africains, tout le monde a participé à la traite négrière. Et pendant longtemps, personne n'a songé à remettre en question cette loi du plus fort. Et puis c'est d'Occident que vient le coup d'arrêt à cette pratique barbare. L'Europe connaît un formidable mouvement des Lumières qui prône l'égale dignité de tous les hommes. Au XIXe siècle, ce mouvement aboutit à l'abolition de l'esclavage d'origine européenne. Ainsi, aux Antilles, les esclaves gagnent leur liberté. L'opinion publique occidentale prend conscience de l'horreur d'une pratique qu'elle avait acceptée et découvre la cruauté des traites orientales ou africaines. C'est l'époque où des journaux publient ces descriptions édifiantes. L'époque où l'on signe des pétitions. L'époque où la lutte contre l'esclavage devient un argument pour justifier la colonisation. Alors, à Zanzibar, les Anglais répriment le trafic des boutres et s'implantent. Au Maghreb ou en Afrique de l'Ouest, les Français libèrent les esclaves et s'installent.
C'est donc généralement malgré eux que l'Afrique et le monde arabe connaissent l'abolition. Cela n'est pas sans conséquences. D'abord, la disparition de l'esclavage dans la plupart des pays musulmans a été inspirée par l'extérieur. Tout simplement parce que la modernisation même et des structures économiques et des structures sociales est d'origine exogène. L'Occident est en train de dominer le monde et c'est comme ça que l'esclavage a été aboli. Il n'a pas été aboli dans un souci de construction de société moderne. C'est pas du tout ça. Et dans des pays, par exemple, que je connais mieux, par exemple, si on prend le Maroc, l'esclavage a disparu presque sans qu'on s'en rende compte. Et je pense que c'est ça vraiment l'élément essentiel. Mais il a disparu sans que le problème soit réellement posé. C'est dommage, parce que je pense que c'est quelque chose qui aurait mérité d'être posé comme problème, qui aurait mérité d'être négocié comme un vrai passage vers la modernité. L'Afrique noire, qui connaît une difficile transition vers l'indépendance, reste elle aussi dans le non-dit. Elle choisit d'oublier l'esclavage que d'autres ont aboli à sa place. Cela peut poser problème à une mémoire africaine qui n'a pas été politiquement à l'origine de l'abolition. Et la construction de l'unité qui était nécessaire à la lutte anticoloniale ne pouvait pas se faire en se focalisant sur les contradictions internes aux sociétés africaines, mais plutôt en les percevant globalement face à l'Occident qui posait problème. Aujourd'hui, l'époque de la décolonisation est révolue. Vient le temps de la reconnaissance de sa responsabilité, voire de la repentance. À l'image de Bill Clinton, l'Occident a reconnu sa culpabilité, a entamé un travail de mémoire qui aboutit aux célébrations de l'UNESCO ou à cette visite de Gorée. Now is the time to complete the circle of history. Les négriers européens sont à juste titre mis au pilori. Pas les autres, les négriers arabes ou les rois africains. Pourquoi l'UNESCO, chargée justement de dire la mémoire universelle, a-t-elle tant de mal à faire la lumière sur toutes les traites ? Ali Moussa est chargé du programme sur l'esclavage. Il est à l'origine d'un travail remarquable et pousse sans relâche les États membres de l'organisation à s'intéresser aux traites africaines et arabes, avec difficulté. Il y a des réticences dans les sociétés et au niveau des pays. Je crois qu'il serait malhonnête de ne pas le reconnaître. Parce que c'est une question douloureuse, parce que c'est une question qui soulève tellement de choses émotionnelles et affectives. Ce qui est sûr, il y a des résistances au niveau des États, des décideurs politiques, au niveau de la société, des sociétés civiles, parce que comme je vous dis, c'est une question très délicate. Et c'est normal, d'une certaine manière, qu'il y ait des résistances. Parce que certains peuvent se dire, ouvrir la boîte de Pandore de cette mémoire, mais ça remet en cause tout. Ça peut susciter même je dirais, mais aussi des sentiments de culpabilisation. Culpabilité, c'est le mot qui fait peur. Les représentants des États arabes auprès de l'UNESCO sont-ils prêts à admettre leurs responsabilités dans la traite négrière et même à se repentir? Quand on parle avec les Africains, elle ne vient pas tous les jours pour nous dire « Ah, ouais, l'esclavage... Mais comme je dis, dans l'intérêt de tout le monde, en le condamnant, bien sûr. Et c'est une question qui a été dans un certain contexte très limité dans le monde arabe. Et ce n'était pas une question généralisée dans le monde arabe ou dans tous les États arabes. Parce que moi j'y crois qu'il y a beaucoup qui veulent créer des histoires, des tierces parties parfois, ou des gens qui sont anti-arabes ou anti-africains, créer des problèmes
en généralisant à travers le temps et l'espace de certaines formes de relations qui avaient existé dans... C'est comme dire, je ne peux pas traiter avec l'Occident parce qu'il y a eu les croisades. Maintenant, quand on pense, par exemple, ce n'est pas pour éviter cette question, je le condamne directement, j'aimerais bien voir un travail de mémoire beaucoup plus courageux de la part de certains pays européens concernant le colonialisme et la déstructuration de certaines sociétés africaines. Il y a par certains intellectuels, mais officiellement, j'aimerais bien aussi le voir, vous voyez. Du côté des officiels arabes, pas question donc de se confronter réellement à la responsabilité dans la traite négrière. On préfère mettre en cause la colonisation européenne. Chez les élites africaines elles-mêmes, dont beaucoup sont musulmanes, le sentiment d'une solidarité avec le monde arabe l'emporte sur l'exigence d'un travail de mémoire. On a l'impression que le grand mal pouvait venir de l'Occident, mais ne pouvait pas venir des voisins musulmans du Nord. Aujourd'hui, les pays d'Afrique du Nord et beaucoup d'autres, du moins, et du Proche-Orient, sont devenus très amis avec les pays africains. Alors tout ce beau monde s'arrange sur le dos de l'Occident, mais on a décidé de ne pas rouvrir cette page douloureuse. Il existe toutefois des historiens ou des intellectuels courageux qui ont décidé de regarder l'histoire en face, parfois contre leur propre société. Le professeur Tube est de cela. Un événement l'a marqué, une conférence en 2001 pendant laquelle il a osé sortir des discours convenus et parler de toutes les traites. Quelle a été la réaction de l'auditoire? Dans l'auditoire, il y avait des Européens, il y avait des Africains. J'ai fait exprès de ne pas dire des Blancs et des Noirs. J'aurais pu le dire. Pour moi, les problèmes que je posais étaient des problèmes inodores, incolores et sans saveur, que c'était des banalités et que personne ne s'occuperait de ma communication. La réaction de la salle, en tout cas du côté des Africains, a été d'une violence à laquelle je ne m'attendais pas du tout. Je ne savais pas que c'était aussi chaud et aussi violent le sujet que j'abordais. C'était d'une sensibilité, d'une telle sensibilité. Franchement, je n'en étais pas conscient. Mais j'ai senti que dans la salle, il y en a qui se sont levés pour dire que ce que vous racontez, c'est des histoires, vous allez trop vite. Mais je n'ai entendu aucune critique réelle de ma communication, une critique scientifique. Mais ce qui me l'explique, c'est ceci. C'est que quand j'ai terminé mon exposé à Bamako, qu'il y a eu cette réaction violente, mais peu scientifique, mais plutôt réaction épidermique à ma communication, quand je suis sorti de la salle, des Africains sont venus me voir. Ils n'étaient pas très nombreux, mais quand même c'est assez représentatif de quelque chose pour me dire, vous savez, ce que vous dites là, c'est vrai, vous avez raison, qu'on doit explorer cet aspect des choses, mais il ne faut pas le dire devant les Blancs. Et les Européens sont venus me voir, en aparté toujours, pour me dire, félicitations monsieur, je pense exactement la même chose que vous. Vous êtes très courageux de le dire, mais je n'ose pas le dire parce qu'on va m'accuser de raciste. Après avoir écouté ces deux positions que je comprends très bien, je me suis dit, mais où sont les historiens? Il est grand temps de prendre le taureau par les cornes. Ibrahima Tube raconte sans doute une histoire trop complexe pour une époque qui a besoin de vérités simples. Une époque où la peur rend aveugle. Une peur comme un contre-coup d'une histoire tourmentée dont les plaies ne sont pas refermées. En Occident aussi, la véritable histoire des traites négrières est ignorée.
Dans cette ignorance, cette indifférence, faut-il voir la peur de froisser les anciens colonisés? Ou à l'inverse, les effets d'un complexe de supériorité de l'homme blanc qui seul serait responsable de ses actes, seul serait accessible à la repentance. Ce serait alors la forme suprême du mépris envers des peuples que l'on jugerait incapables d'avoir commis des crimes. En 1939, Saint-Exupéry décrit dans Terre des Hommes une scène à laquelle il assiste au cours d'un séjour au Maroc. Parfois, l'esclave noir, s'accroupissant devant la porte, goûte le vent du soir. Dans ce corps pesant de captif, les souvenirs ne remontent plus. Quand il sera trop vieux pour valoir ou sa nourriture ou ses vêtements, on lui accordera une liberté démesurée. Pendant 3 jours, il se proposera en vain, de tente en tente, chaque jour plus faible, et vers la fin du 3e jour, toujours sagement, il se couchera sur le sable. J'en ai vu ainsi mourir nus. Les morts coudoyaient leur longue agonie, mais sans cruauté, et les petits des morts jouaient près de l'épave sombre, et à chaque aube, couraient voir si elle remuait encore, mais sans rire du vieux serviteur. Il se mêlait peu à peu à la terre, séché par le soleil et reçu par la terre.